Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire que on organise dans le cadre de Digital Wallonia for Trust. C'est donc un programme porté par l'Agence du numérique, qui est l'Agence du numérique et la stratégie Digital Wallonia pour justement sensibiliser les différents secteurs aux nouvelles technologies. Ici, nous sommes en direct de la foire de Libramont. C'est un format un petit peu spécial, un petit peu inédit. Je suis entourée de 4 experts du secteur, pas forcément de la technologie, encore que, et justement on va pouvoir découvrir ça tous ensemble. Je vais les présenter peut-être un à un. Donc nous avons Olivier Debauche qui est à ma gauche, qui travaille pour l'AWE, Sébastien de chez Waldigifarm, qui est l'administrateur délégué, Patrick Mayores qui est à l'extrémité, qui travaille également pour l'AWE, et alors Mathilde Blo qui travaille pour Belbif. Donc ensemble, justement, on va voir ce qu'on peut faire dans le cadre de la traçabilité, parce que oui, on va parler blockchain, mais avant tout dans ce secteur-là, on va aussi voir ce qui est déjà existant au niveau de la traçabilité, justement à l'heure où les exigences des marchés, des consommateurs, des autorités s'intensifient, comment garantir finalement la qualité, l'origine et le suivi des produits essentiels. C'est vraiment l'essentiel. Mais comment on fait évoluer pratique, comment simplifier la gestion des données et renforcer justement la transparence des produits. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de découvrir des solutions, des cas d'usage et justement sur fond de traçabilité, voir comment la blockchain peut apporter quelque chose de plus ou finalement pas forcément. Et donc pour débuter la conversation, je vais donc appeler Patrick Mayores de l'AWE pour justement nous expliquer ce que fait l'AWE et en termes de traçabilité. Tout d'abord, en un petit mot, notre association, ce qu'elle fait aujourd'hui au service des agriculteurs. Donc on est une association d'éleveurs qui a pour mission d'encadrer les agriculteurs en Wallonie sur différentes thématiques qui les concernent pour leur management finalement, que ce soit économique, que ce soit en matière d'élevage, de sélection animale. Et donc on développe des solutions informatiques, on a des équipes de terrain qui accompagnent les éleveurs et notre métier au quotidien c'est de les aider à s'améliorer et à développer l'agriculture et l'élevage en région wallonne principalement. Aujourd'hui, je vais dire quelques mots finalement sur la traçabilité en élevage. Est-ce que c'est finalement uniquement une contrainte pour les éleveurs ou est-ce que c'est une opportunité finalement et une nécessité pour pouvoir continuer à être présent demain sur le paysage de la production de denrées alimentaires au niveau belge, européen, voire mondial. Clairement, tout d'abord, la traçabilité pour un agriculteur, c'est vu comme une contrainte. Il va se dire, oui, parfois ça nécessite des adaptations, parce qu'une traçabilité, c'est souvent associé à un cahier de charge. Un cahier de charge va nécessiter des contraintes complémentaires peut-être par rapport à sa pratique. Et il va se dire, je fais déjà beaucoup de choses, c'est une chose en plus à faire. Donc ça peut être aperçu comme une contrainte. Qui dit traçabilité dit aussi un certain niveau de contrôle. Un contrôle, ça représente un coût, mais ça représente aussi du temps passé par l'agriculteur. On sait le nombre d'heures que les éleveurs en particulier passent dans leur exploitation au quotidien. C'est du temps en plus qu'il faut prendre à ça. C'est du travail administratif en plus. On sait, on l'a entendu beaucoup dans les manifestations ces derniers mois, années, les agriculteurs débordent de travail administratif. Et donc, quelque part, la traçabilité, ça ne doit pas, c'est pas une nécessité, mais ça peut représenter une contrainte administrative complémentaire pour eux. Quelque part aussi, peut y avoir une superposition de systèmes de traçabilité et donc une accumulation de demandes identiques à un agriculteur. Et donc, quelque part, ça peut paraître quelque chose d'aussi éminemment encore plus lassant pour l'agriculteur de dire « j'ai déjà dit 10 fois la même chose ». Et donc, c'est quelque chose auquel, dans la traçabilité, on sait qu'on doit être très attentif, c'est être efficace et favoriser les complémentarités et les synergies entre cahier de charge et systèmes de traçabilité. Mais on aura aujourd'hui des bons exemples qui vont nous montrer que c'est vers ça qu'on va et des outils qui se mettent en place aussi pour ça. Notre élevage, sans aucun doute, il produit aujourd'hui de la qualité différenciée. On a, quand on regarde un petit peu l'image de l'agriculture, de l'élevage dans le monde entier, quelque chose en Europe, en Belgique en particulier également, de spécial, de différencié, avec de la haute qualité, de la technicité, un lien au sol étroit. On associe souvent l'élevage à des images qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas du tout notre réalité. La prairie, c'est la réalité. Quand on se promène en région wallonne, on voit des prairies. Si elles sont là, c'est parce qu'il y a des bovins, en particulier des moutons. Et donc vraiment, c'est une marque de fabrique de notre élevage auquel on doit être fier.
On a évidemment le caractère local auquel le consommateur est de plus en plus attentif. La crise du Covid l'a encore plus renforcé par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et donc ça, c'est clairement quelque chose sur lequel on doit être attentif. Et on a aussi des produits qui, décennie après décennie, se sont développés pour répondre aux attentes des consommateurs. Et en Belgique, on a des produits différents parfois même de ce qu'on peut trouver dans le reste de l'Europe et encore plus dans le monde en matière de qualité. On prend l'exemple de la race blanc-bleu belge. C'est une race qu'on va trouver chez nous qui produit une viande différente de ce qu'on trouve dans les autres races ou dans les autres pays. Et donc quelque part, c'est une spécificité de qualité made in Belgique. Et donc cette qualité, finalement, de plus en plus, elle est reconnue par le consommateur, elle est recherchée et elle est utilisée. Elle est utilisée par les réseaux de distribution, que ce soit le boucher, que ce soit la grande surface, qui utilise l'image de notre agriculture, de nos éleveurs, pour mettre en avant les produits qu'elle vend. Et donc, qui dit utilisation d'une image, dit nécessité aussi de s'assurer qu'elle est utilisée à bon escient. Alors, l'agriculture, notre élevage, il produit un produit qui est vite confondable avec un autre produit ailleurs. Un litre de lait, ça ressemble à un litre de lait. Qu'il soit produit ici, qu'il soit produit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord ou en autre pays d'Europe, il est très semblable. Un steak, ça ressemble à un steak. Alors évidemment, dans la viande, on va quand même avoir un peu plus de différence entre les individus, entre les races, pour pouvoir identifier les différences, mais vous pouvez mettre quand même des fois de nombreux connaisseurs derrière une pièce de viande, il va dire, il va peut-être se tromper souvent sur la provenance et sur le type de race qui est élevé derrière ça. Et donc on a vraiment un produit de qualité, mais en plus, non seulement qui est difficilement reconnaissable à l'œil, mais qui en plus est souvent utilisé de manière transformée. Donc là, forcément, la capacité à reconnaître un produit local de qualité, c'est devenu impossible. Donc on a des lasagnes, du haché, des préparations diverses, des pâtisseries qui vont utiliser des œufs, du lait et toute une série de produits, de la farine. On doit quelque part faire confiance à un système si on nous met que c'est de la qualité locale. Et donc l'agriculture, finalement, elle est face à cette contrainte-là qui fait qu'elle doit d'autant plus trouver des systèmes pour garantir finalement que ce qui est produit, ce que le consommateur achète, duquel on utilise une image, elle est il est sécurisé par rapport à ce qu'il achète et le lien par rapport à ça. On est confronté depuis des années, on en a parlé beaucoup sur la foire, dans les médias autour de la foire, sur une diminution constante du nombre d'agriculteurs, éleveurs, agriculteurs au sens large, une diminution de la production finalement. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? C'est un manque d'attractivité du métier depuis des dizaines d'années, une rentabilité quand même très très compliquée, surtout en élevage, en production de viande depuis des décennies. Il y a très peu de reconnaissance finalement aussi du métier d'agriculteur. On a un secteur qui est souvent critiqué pour diverses raisons, aussi par rapport à la thématique environnementale, par rapport aux images qu'on montre de l'étranger qui n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe chez nous. C'est un secteur qui demande énormément de travail et de main-d'œuvre, avec parfois une difficulté de trouver une main-d'œuvre pour venir de type salarié apporter un soutien à l'agriculteur dans son travail quotidien. Et donc finalement, c'est un métier qui est très peu attractif en termes de charge de travail, rentabilité difficile, et donc ça a conduit à une diminution du nombre d'éleveurs, une diminution de la quantité, de la capacité de production de viande par exemple. Et aujourd'hui, l'offre et la demande, elle est là. L'offre diminue, la demande, elle se maintient, elle a tendance un petit peu à diminuer, mais elle se maintient quand même relativement bien en termes de production. Et donc aujourd'hui, on a une hausse des prix. Une hausse des prix qui fait plaisir aux agriculteurs, parce que quelque part, enfin, ils vont pouvoir un peu résorber la difficulté qu'ils ont connue les dernières années. Ils vont pouvoir vivre de leur métier, et c'est ça quelque part un peu notre cheval de bataille au niveau de l'association depuis toujours. Les agriculteurs, tout ce qu'ils veulent, c'est vivre de leur métier, mais quelque part, ça conduit aussi à une augmentation du prix du consommateur. Augmentation du prix du consommateur, l'industrie, qu'est-ce qu'elle va faire aussi ? Elle va chercher des alternatives à un moment, parce que le consommateur, il a une limite dans sa capacité à ouvrir son portefeuille, parce qu'ils sont aussi dans des secteurs... Tout le monde, quelque part, a des difficultés aussi parfois à boucler ses fins de mois. On a un produit qui est mondialisé. Je veux dire, et j'ai déjà cité plusieurs fois, c'est quelque part une production beaucoup plus de masse, je dirais, de ce qu'on peut voir dans les feedlots, par exemple, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, avec des contraintes qui sont tout à fait différentes et une qualité tout à fait différente de ce qu'on a chez nous. On a une pression, on entend tout le temps, de plus en plus importante de l'ouverture des marchés, finalement, de l'ouverture des portes de l'Europe
Vous avez entendu beaucoup parler pour le moment des accords du Mercosur, on en parle régulièrement. On a parlé des accords du CETA avec le Canada il y a quelques années. Et donc on voit que finalement l'agriculture est quelque part aussi utilisée comme une monnaie d'échange sur les échanges internationaux. Et donc quelque part, il y a une inquiétude aussi de nos agriculteurs, de cette concurrence qui peut arriver avec des produits, avec cette difficulté à l'œil de les comparer, d'autant plus qu'ils sont transformés. Et donc finalement, l'enjeu de la traçabilité, et c'est là que j'en viens finalement à ma conclusion pour un peu lancer la suite des interlocuteurs, c'est que la traçabilité, c'est une nécessité. C'est une contrainte, c'est sûr, mais c'est une nécessité qui doit permettre à nos agriculteurs et à nos consommateurs de pouvoir avoir la garantie de trouver, quand ils font leurs achats, ce qu'ils cherchent. Des produits de qualité, des produits locaux. Et donc il faut une traçabilité, et il faut une traçabilité évidemment sécurisée. La blockchain, sans doute, est une solution qui contribuera à ça. Super, merci beaucoup Patrick. Donc, comme tu l'as dit, la traçabilité, c'est une contrainte, mais aussi surtout des opportunités de faire évoluer des manières de faire. Et donc, pour justement le voir plus spécifiquement, peut-être par rapport à la blockchain, mais donc sans plus tarder, je vais demander à Olivier de prendre la parole. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Olivier Debauche du département innovation et du service R&D d'Eleveo. Je vais vous parler aujourd'hui de la blockchain en agriculture. Donc, je vais vous faire un exposé qui comportera différentes parties. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est une blockchain de manière simple. Vous parler des problématiques actuelles de l'agriculture, dans le prolongement de ce que Patrick a évoqué à l'instant. Et puis après, j'envisagerai différentes applications de la blockchain, à la fois dans les grandes cultures, l'élevage, les cultures maraîchères, la viticulture, la foresterie. Et puis je poursuivrai par les avantages qu'offre la blockchain au niveau de l'agriculture. Et puis je continuerai par les défis, les limites actuelles liées à l'utilisation de la blockchain. Et puis je vous donnerai quelques chiffres sur les premières expériences de la blockchain à travers le monde et l'Europe. Et je terminerai par une conclusion et quelques perspectives relatives à l'utilisation de la blockchain en agriculture. Alors, commençons sans tarder sur la blockchain. C'est quoi concrètement ? Alors, pour imaginer la blockchain, j'ai pris une analogie d'un grand livre comptable. Donc vous connaissez tous le grand livre de compte traditionnel où on note toutes les transactions à la suite l'une de l'autre, sous forme de lignes, dans un ordre chronologique. Et une fois l'encre séchée, on ne peut plus revenir en arrière et donc c'est définitif. Alors seule une personne a accès à ce livre comptable, on va dire c'est le comptable. Et en cas de problème, il n'y a que le comptable qui peut gérer ce système. Donc si le comptable est défaillant, tout le système s'effondre. Ça, c'est mon exemple introductif. Maintenant, imaginons qu'on est dans un monde magique et merveilleux. Et on va imaginer un grand livre magique, qui ne fonctionne plus évidemment tout à fait comme le grand livre traditionnel. Alors, ce livre magique, il comporte plus une seule copie, mais des copies multiples. Donc, au lieu d'un seul livre, il existe des milliers de copies réparties partout dans le monde. L'écriture dans ce livre magique est collective, donc tout le monde peut écrire dedans. L'encre est indélébile, elle est renforcée encore plus que dans un livre traditionnel. Et la transparence de ce livre est totale puisqu'il existe de multiples copies de ce livre dispersées à travers le monde. Il n'y a pas de chef comptable ici puisque personne ne contrôle le livre, il fonctionne tout seul, il est autonome. C'est un livre magique. Maintenant, revenons à la blockchain à partir de ce livre magique. Donc en termes plus simples, chaque page de mon livre magique correspond à un bloc d'information. Donc c'est ce qui est illustré au niveau de la figure ici en dessous. Chaque bloc est une page de mon livre. Les pages sont reliées dans un ordre chronologique, on voit bien, elles sont chaînées, les blocs sont chaînés les uns avec les autres. Et les copies du livre sont appelées des nœuds dans le réseau de la blockchain. Et elles nécessitent l'accord de tout le monde, c'est ce qu'on appelle les consensus, les systèmes de vérification de la blockchain. Alors pourquoi c'est révolutionnaire la blockchain ?
Bon, c'est plus falsifiable. Et donc, c'est intéressant au niveau de la traçabilité, si on veut éviter les fraudes. Donc, les possibilités de falsification sont nulles. C'est impossible de tricher. Il n'y a plus d'intermédiaire de confiance, donc pas besoin d'un chef comptable central, puisque tout le monde peut écrire dedans. Il y a un historique permanent, donc on sait revenir en arrière sur toutes les transactions qui ont été effectuées dans le passé. On sait retracer tous les événements qui se sont produits au niveau de la blockchain. Donc c'est vraiment écrit dans le marbre numérique. Il n'y a pas de moyen de changer ça. Bien qu'il faut apporter une nuance, ça ce sont des blockchains de deuxième génération. Dans les nouvelles blockchains de troisième génération qui sont en train d'être mises en place, il y aura des possibilités de modification des données antérieures. Donc la vérification, elle est instantanée ou quasiment instantanée puisque n'importe qui peut vérifier l'authenticité d'une information en consultant le livre. Et voilà un peu comment on repasse de notre livre magique vers une blockchain concrète avec des propriétés relativement similaires. Alors les problématiques actuelles de l'agriculture sont nombreuses, je n'en citerai que 3. Donc il y a la problématique des défis de la traçabilité qu'a évoqué Patrick tout à l'heure. Donc on a des difficultés à suivre les produits de la ferme à l'assiette, un manque de transparence dans les chaînes d'approvisionnement puisque ces produits transformés sont des composites de différentes origines. Et donc des fraudes alimentaires liées aux étiquetages incorrects, aux origines falsifiées, sont monnaie courante. Et donc la blockchain pourra apporter des solutions par rapport à ces problématiques. Alors on a également connu plusieurs crises sanitaires par le passé, donc il est difficile de gérer les contaminations et les rappels. Généralement on fait des rappels généraux, généralisés, de l'eau entière, alors qu'on pourrait être beaucoup plus fin sur les produits à rappeler. Et donc une meilleure traçabilité permettrait justement d'éviter des rappels massifs. Un autre problème, c'est la problématique de la confiance. Donc ça, c'est aussi un enjeu majeur en agriculture. Donc il y a une méfiance des consommateurs vis-à-vis des labels. Donc on essaye dans l'agriculture de labelliser qualité ceci ou cela. Et pour le consommateur, la labellisation ne représente pas grand-chose. Donc elle n'accorde pas forcément beaucoup de confiance. Il y a des vérifications qui sont complexes, des certificats bio, durables. C'est pas évident de vérifier que les cahiers des charges sont suivis, qu'il y a une conformité par rapport à ça. Et il y a une asymétrie au niveau de l'information entre le consommateur et le producteur. Alors le troisième enjeu, c'est l'inefficacité économique. Donc le fait d'avoir des intermédiaires multiples au niveau des chaînes d'approvisionnement fait que on réduit les marges des agriculteurs et donc la blockchain pourrait réduire le nombre d'intermédiaires et augmenter potentiellement, je dis bien potentiellement, les marges économiques au niveau de l'agriculture. On peut aussi, dû à ces chaînes d'approvisionnement qui sont relativement longues, avec beaucoup d'intermédiaires, la conséquence de ça, c'est un ensemble de délais qui se cumulent au niveau des paiements. Et donc le fait de réduire la longueur des chaînes permettrait aussi d'avoir des délais de paiement qui se raccourciraient. Il y a alors un autre problème, c'est les coûts des certifications qui sont relativement élevés. Donc le coût de la certification est relativement élevé, donc pour être certifié bio, durable, etc. Ça a un coût important pour les producteurs. Donc maintenant, je vais évoquer différentes applications de la blockchain que j'ai pu glaner sur le net, à la fois en Europe et dans le monde, dans différents secteurs d'activité. Donc je vais commencer par les grandes cultures. Donc au niveau des grandes cultures, il y a tout ce qui est traçabilité des lots. Donc enregistrement des variétés semées, parcelles, dates de semis. Typiquement ce que tu fais dans ton carnet de champs connecté. On pourrait le faire en blockchain aussi. Le suivi des intrants, donc c'est aussi ton carnet de champs quelque part avec les fertilisants, les pesticides, les quantités et les dates d'application de ces différents intrants, les conditions météorologiques et de stockage des céréales par exemple. Donc dans les cas d'usage, j'ai trouvé Cargill. Donc Cargill, c'est une boîte qui utilise la blockchain pour tracer le soja du Brésil vers l'Europe. Et pour certifier l'absence de déforestation au niveau du Brésil
dans la production du soja. Une autre application, c'est la certification qualité. Donc c'est la certification des teneurs en protéines, en humidité, en mycotoxines, et la conformité aux standards de haute valeur environnementale, donc les HVE, le bio, et les garanties de non-présence d'OGM, donc d'organismes génétiquement modifiés. Donc dans les cas d'usage, j'ai trouvé une coopérative céréalière française qui teste actuellement la blockchain pour certifier la qualité meunière du blé. Alors dans les grandes cultures, j'ai également trouvé la possibilité d'utiliser des smart contracts, donc des contrats intelligents dans lesquels les paiements sont automatisés. Donc on a des paiements automatiques selon la qualité et le cours des matières premières. Et on a aussi des applications de ces smart contracts en assurance récolte basées sur les données satellitaires. Alors dans le domaine de l'élevage, il y a tout ce qui est identification et bien-être animal. Donc tout ce qui est puces RFID avec pour chaque animal le traçage de la naissance jusqu'à l'abattoir, donc qui peut être stocké dans une blockchain, l'enregistrement des traitements vétérinaires, des vaccinations, des interventions au niveau de la santé de l'animal et les conditions d'élevage et d'alimentation de ce dernier. Alors, un cas d'utilisation dans ce domaine-là, c'est celui de Beefchain dans le Wyoming, aux États-Unis, où ils utilisent la blockchain pour tracer les bovins. Et donc, ça a permis d'augmenter la valeur de la viande grâce à ce traçage et à cette qualité premium de la viande de 30%. Et donc, les agriculteurs qui adhèrent à ce système de blockchain peuvent vendre d'une qualité différenciée, plus chère et qualité premium. Il y a également la traçabilité alimentaire, donc tout ce qui est origine et composition des aliments pour les animaux. Donc c'est important, on l'a évoqué pour les crises sanitaires, de pouvoir remonter en amont dans la composition des aliments. Les certificats sanitaires et analyses vétérinaires et le transport et les conditions d'abattage aussi j'ai trouvé des applications par rapport à ça. Donc en France, j'ai trouvé également la certification des labels. Donc le label rouge en France, bien connu sur la qualité, utilise ce système-là. Donc il y a une vérification automatique du respect des cahiers des charges. Et dans les cas d'usage, il y a la filière porcine bretonne qui développe un système de blockchain pour certifier l'origine locale des porcs. Dans le domaine maraîcher, donc, il y a la traçabilité ultra rapide, comme ils appellent ça. Donc c'est le suivi parcelle par parcelle, récolte par récolte, au niveau de chacune des parcelles des cultures qui ont été semées. On enregistre en temps réel les conditions de culture et on permet une traçabilité des semences et des plants. Donc Carrefour, qui est une enseigne bien connue, utilise la blockchain pour tracer ses tomates en permettant aux consommateurs de connaître le producteur en 3 clics. Et donc il y a moyen de faire de la traçabilité inversée, à partir du produit, de retrouver le producteur de la tomate. Donc, une autre application, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, c'est la gestion des crises sanitaires, donc la localisation immédiate des lots contaminés et le retrait ciblé plutôt que généralisé des aliments ou des légumes incriminés. Donc ça permet une réduction de 99% du temps d'identification des sources de contamination grâce à la blockchain. La blockchain peut aussi s'appliquer au circuit court et à la vente directe, donc en authentifiant les producteurs locaux et en certifiant les pratiques sans pesticides, par exemple, ou de la cueillette du jour, que ce sont des produits frais, et donc l'état de fraîcheur des produits, et le paiement direct aux producteurs, donc via les crypto-monnaies, par exemple. Il y a également des applications en viticulture, donc c'est tout ce qui est authentification des appellations, donc la vérification des appellations d'origine contrôlée et des appellations d'origine protégée au niveau européen, qui sont l'équivalent. Donc on utilise la blockchain au niveau de la viticulture pour l'enregistrement des pratiques viticoles, donc tout ce qui est taille, traitement, vendange, et donc permet d'avoir une traçabilité des processus également de vinification du vin. Donc les vignobles de Bourgogne testent actuellement la blockchain pour lutter contre les contrefaçons de grands crus. Donc il faut savoir que les contrefaçons de grands crus ont un impact important, ça représente
un manque à gagner colossal pour les producteurs de vin. Donc, il y a également les certifications des millésimes. Donc ça, c'est important. Donc, la blockchain peut aussi apporter une solution dans le milieu viticole. Donc ça certifie à la fois les conditions météo, les dates de récolte, les processus de vinification et d'élevage. Donc c'est pas de l'élevage bovin, ici c'est de l'élevage et donc de la stabilisation du vin avant la mise en bouteille. Et l'authenticité des bouteilles de collection. Donc les bouteilles de collection qui ont un cours qui évolue en fonction du temps, pour être sûr que ce ne sont pas des bouteilles frelatées ou inventées ou contrefaites, etc. C'est pas mal. Donc, comme je l'évoquais, la lutte contre la contrefaçon peut se faire à partir d'étiquettes intelligentes, inviolables, hein, donc avec des QR codes ou d'autres systèmes, qui permettent une vérification instantanée de l'authenticité des bouteilles. Donc l'enjeu est quand même majeur parce que ça représente 3 milliards d'euros par an, la contrefaçon des grands crus au niveau des producteurs français, hein, uniquement. Donc au niveau du commerce international, puisque le vin s'exporte pas mal à travers le monde, il y a un enjeu de certification d'origine numérique, puisque un cépage peut être produit à différents endroits du monde, et donc c'est important de savoir d'où il vient, de la manière dont il était élevé, cultivé. Donc il y a également la conformité réglementaire au niveau de l'importation de certains produits, et le suivi des conditions de transport en matière de température et d'humidité, puisque le vin ne peut pas se transporter n'importe comment. Et donc pour assurer que ces conditions ont été respectées, bien, les informations sont stockées dans la blockchain tout au niveau du supply chain. Au niveau de la foresterie, les grands enjeux actuels sont les certifications d'origine des bois, puisqu'on sait bien qu'il y a pas mal de coupes clandestines qui sont faites. Donc la traçabilité de l'arbre à la planche est également importante. Donc on a vu apparaître ces dernières années plusieurs certifications, donc les FSC et les PEFC numériques qui maintenant commencent à apparaître, qui permettent de vérifier que le bois a une origine légale et ne provient pas d'un braconnage. Voilà. Donc le cas d'usage en Amazonie, c'est la certification de l'acajou, qui est un bois rare et cher. Donc actuellement, il y a un projet pilote qui est mené en Amazonie pour la certification de l'origine de l'acajou. Au niveau de la gestion durable des forêts, c'est aussi potentiellement une application. Donc au niveau de l'enregistrement des plans de gestion forestiers, des suivis des rotations de régénération naturelle et des certifications carbone des forêts. Donc il y a encore quelques exemples pour illustrer et alimenter le débat par la suite. Donc il y a la lutte contre l'exploitation illégale avec la vérification des permis de coupe, donc pour vérifier qu'un exploitant a bien reçu l'autorisation de couper une forêt. La traçabilité du transport et de la transformation des bois, parce que c'est souvent là qu'il y a des fraudes entre le transport du bois illicite et la transformation. C'est là où on perd la traçabilité de l'arbre à la planche au réagir. Donc l'impact, c'est une réduction significative du commerce de bois illégal. Donc c'est ce qui est espéré avec l'utilisation de la blockchain. Au niveau du marché du carbone forestier, il y a tout ce qui est certification des crédits carbone forestier, les vérifications permanentes du stock et la tokenisation des actifs forestiers pour financement. Donc ça, c'est le financement participatif au niveau de la reforestation. Donc les avantages de la blockchain pour l'agriculture, on y arrive. Donc pour l'agriculteur, concrètement, la blockchain, pourquoi faire ? Pour une meilleure valorisation. Donc comme Patrick l'évoquait, c'est un enjeu de traçabilité, mais aussi pouvoir avoir une politique de prix premium. On l'a vu avec l'exemple précédent au niveau de la viande bovine, où ils ont pu obtenir 30% de marge supplémentaire en ayant une qualité différenciée premium avec une origine prouvée. Une qualité premium, mais
avec l'obligation d'une transparence au niveau de la production des produits, quoi. Donc il y a une réduction des coûts, donc moins d'intermédiaires, des certifications qui seront simplifiées du coup, un accès au financement, donc il y a une historique de production qui est vérifiable, et ça c'est pas mal. Et alors il y a une protection contre la fraude, l'authenticité garantie des produits qui peut être faite via la blockchain également. Alors l'impact de la blockchain pour le consommateur, donc il y a une confiance qui sera renforcée puisque vérifiable, instantanée sur l'origine des produits. Donc Patrick évoquait la viande tout à l'heure, il n'y a pas que la viande, ça pourra se faire aussi dans les autres secteurs agricoles. La sécurité alimentaire avec une réaction rapide en cas de problème, puisqu'une traçabilité globale et complète le permet. Un choix éclairé, donc tout ce qui est information complète sur les pratiques, pratiques culturelles notamment, et un soutien aux producteurs, donc un commerce direct et équitable au travers de la blockchain. Au niveau de l'écosystème agricole, donc on a une efficacité accrue des processus automatisés et optimisés. La durabilité, donc les mesures et vérifications des pratiques écologiques, et au niveau de l'innovation, des nouvelles opportunités business, on en débattra après j'imagine, et de collaboration notamment avec l'Infopol, c'est un peu ce qui nous occupe aujourd'hui. Néanmoins, au niveau de la blockchain, il subsiste un certain nombre de défis techniques et de limites. Donc les défis techniques, c'est le coût de mise en œuvre d'une blockchain. Une blockchain, c'est quand même pas anodin au niveau des coûts, on le verra dans les chiffres tout à l'heure. Il y a une complexité technologique qui nécessite bien entendu une courbe d'apprentissage, une formation pour pouvoir comprendre et utiliser à bon escient la blockchain. Une interopérabilité, donc différentes plateformes de blockchain existent, comment on les rend interopérables entre elles, point d'interrogation, il y a des difficultés par rapport à ça. Et au niveau de la performance, donc les vitesses de transaction, la consommation d'énergie, qui sont des enjeux majeurs, puisque une blockchain est, suivant son système de consensus, relativement énergivore. Alors au niveau des défis socio-économiques, il y a le problème de la fracture numérique, donc un accès inégal à la technologie. Pour accéder à une blockchain, il faut un accès à Internet. Tout le monde n'y a pas accès, n'y a pas droit. Il y a la résistance au changement, puisqu'on a des habitudes établies, on a des pratiques qui se perpétuent au fil des ans et des générations. C'est difficile de faire une innovation de rupture et de basculer complètement sur de la blockchain du jour au lendemain. Il y a le problème de la réglementation, donc le cadre juridique en matière qui est tout le temps en perpétuelle évolution. Et alors le coût de la transition, donc l'investissement, les investissements initiaux qui sont très importants pour pouvoir basculer au niveau de la blockchain. Néanmoins, il y a des solutions émergentes à ces difficultés. Donc il y a des systèmes plus énergétiques pour la validation des blocs de la blockchain, des interfaces utilisateurs qui deviennent plus simplifiées et donc plus accessibles à un plus large public, et des partenariats publics-privés qui commencent à apparaître pour l'adoption. Donc il y a des initiatives en région wallonne, donc j'imagine que tu pourras en toucher un mot. Et puis tout ce qui est formation, accompagnement des agriculteurs qui reste à faire, mais qui est néanmoins possible. Et voilà. Waldigifarm pourrait le faire, voilà, par exemple. Donc en termes de chiffres, en taux d'adoption, donc, ce que j'ai pu trouver, c'est qu'il y a moins de 5% des exploitations européennes qui ont adopté de la blockchain actuellement, donc c'est vraiment anecdotique. Des investissements nécessaires qui représentent 2 à 5% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même important pour un secteur agricole. Et un temps de retour sur investissement qui est long, 3 à 7 ans, pour espérer avoir un premier retour, mais c'est très fonction du type d'exploitation et de la manière dont la blockchain est utilisée. Alors, le taux d'échec dans les projets de blockchain est d'environ 40%, donc c'est un taux d'échec qui est très important.
Et donc ça n'engage pas le secteur agricole à s'engager dans la blockchain vu le taux d'échec des tentatives précédentes. Alors pour conclure de manière un peu dithyrambique, parce que j'aime bien les exposés dithyrambiques, donc la blockchain et les intermédiateurs de données comme Wallismart représentent une opportunité majeure à mon sens pour transformer l'agriculture vers plus de transparence, d'efficacité et de durabilité au travers évidemment d'une traçabilité. Bien que des défis subsistent, les premiers cas d'usage montrent un potentiel énorme pour créer une agriculture plus transparente et traçable, renforcer la confiance entre tous les acteurs de la filière, améliorer la rémunération des agriculteurs et favoriser des pratiques plus durables. Donc l'adoption progressive de cette technologie accompagnée par des politiques adaptées, bien évidemment, et une formation des acteurs qui est impérative, pourrait révolutionner notre système alimentaire dans les années à venir. Reste à voir la volonté politique d'évoluer au niveau de la blockchain. Voilà. Merci. Merci beaucoup en tout cas Olivier pour cette excellente overview. On a compris aujourd'hui, enfin peut-être pas aujourd'hui quand même, mais que la blockchain c'était pas que du Bitcoin, ni de la tokenisation, etc. Mais ça pouvait effectivement en faire partie. On a vu qu'il y avait pas mal de cas d'usage partout autour du monde. Je vais me tourner vers Sébastien. Qu'en est-il un petit peu du végétal en Belgique? Quel est aussi ton avis par rapport à cette thématique? Donc effectivement, Walgifarm, on est aux confins du numérique et du secteur des productions végétales. Et donc c'est avec un regard effectivement du secteur de production végétale que je vais donner quelques éléments en précisant que je suis agronome, je ne suis pas du tout spécialiste de la blockchain et je remercie également Olivier pour son panorama très large effectivement et très pédagogique effectivement sur la question. Alors je pense que de manière générale, que ce soit secteur élevage, secteur production végétale, c'est important d'expliquer que la traçabilité existe déjà depuis longtemps, indépendamment de la blockchain. On en parle beaucoup. Il y a vraiment eu en fait une très très forte avancée suite aux crises des années 90, crise de la dioxine, crise du poulet, et ça fonctionne déjà bien. Ça c'est, je pense, très très important de le souligner. Et si vous voyez en fait des annonces dans la presse quasi toutes les semaines, parfois malheureusement pour du retrait de produits suite à un contaminant, suite à un dépassement de doses inacceptables dans les produits, c'est parce que la traçabilité en fait existe effectivement suite et la traçabilité est incarnée notamment par l'AFSCA dont on entend beaucoup parler effectivement dans le secteur agricole, parfois un peu dans tous les sens, mais bon, ça existe, ça c'est la première chose. Alors deuxième chose, qu'on parle de blockchain ou qu'on parle de technologie numérique de manière générale, il y a vraiment deux éléments qui sont essentiels à comprendre en fait pour leur adoption. En fait, tout l'enjeu en fait d'une technologie, qu'on parle de satellitaire, qu'on parle d'internet des objets, qu'on parle de blockchain, qu'on parle de data, de big data, il y a trois éléments qui sont des prérequis indispensables. Le premier, en fait, pour les utilisateurs, que ce soit un agriculteur, que ce soit un consommateur, c'est la question du retour sur investissement et qui doit se voir de deux points de vue. Donc, c'est-à-dire que technologie blockchain, Olivier a expliqué effectivement certains frais. Qu'est-ce que l'agriculteur va gagner effectivement en euros d'abord au final. Donc effectivement, si il peut prouver au travers de la blockchain que sa viande répond en fait avec certitude à un cahier des charges particulier, est-ce que l'agriculteur va pouvoir réellement valoriser plus cher, plus 5, plus 10, plus 20% sa viande ou pas? Malheureusement, il y a quand même, et c'est le cas dans mon cas des labels, il y a beaucoup de cas où effectivement l'effort consenti par l'agriculteur en fait n'est pas rémunéré à sa juste valeur et où malheureusement en fait sa viande va se retrouver sur un étal et l'agriculteur ou le consommateur ne sera peut-être pas spécialement prêt à payer un prix additionnel complémentaire parce qu'elle est certifiée blockchain. Donc la question du retour sur investissement en euros, la question du retour sur investissement en temps, c'est essentiel également et c'est souvent en fait pas suffisamment pris en compte. Patrick l'a très très bien effectivement expliqué. On est sur un secteur où la main-d'œuvre en fait se fait de plus en plus rare. Les agriculteurs ont de plus en plus de travail, indépendamment du fait qu'il y a la question effectivement des points de travail. Et donc il faut vraiment mettre en balance cette question, un agriculteur qui souhaiterait aller vers cette technologie, combien de temps, d'heures de travail, de réflexion, de tests, d'essuyage de plats ça va lui prendre, versus ce qu'il pourrait éventuellement y gagner, soit en euros, soit en temps, en confort. On peut le voir vraiment.
Et alors la dernière chose qui est vraiment essentielle aussi à comprendre, c'est qu'en fait n'importe quel système informatique, il y a une question de, ça doit se faire en fait dans un contexte de confiance. Et donc en fait, même si la blockchain est destinée à instaurer de la confiance, il faut que d'abord les acteurs eux-mêmes aient confiance dans le système de blockchain. Il faut qu'effectivement que les acteurs puissent, donc, au travers des filières réglementaires, comprendre ce que c'est, comprendre comment c'est géré, effectivement avoir eux-mêmes en fait confiance dans le système. Ça c'est une première réflexion. Alors, deuxième réflexion, pour être précis. Alors, troisième réflexion, c'est et c'était extrêmement intéressant d'avoir Olivier effectivement qui expliquait pas mal de choses en la matière. Je suis persuadé en fait qu'il y a des endroits ou des secteurs d'activité de production végétale où la blockchain a vraiment potentiellement un grand intérêt. Alors pour peu, je vais prendre deux exemples. Le secteur des céréales, effectivement, quel que soit le mode de production, effectivement, elles ne sont pas rémunérées à la hauteur du travail qu'elles ont généré. Je ne pense pas en fait qu'un système de blockchain vienne à apporter une grande plus-value. Sur la certification des vins, je peux comprendre que sur des produits qui probablement sont soumis à des très fortes effectivement fraudes, ou falsifications, que pour des grands vignobles français qui sont des grands crus, là il y a vraiment en fait avoir un intérêt. Il y a quelque chose qui a été noté par contre qui est extrêmement important et dans la préparation je n'y ai pas pensé, le secteur des productions végétales et de l'agriculture de manière générale. Probablement que la blockchain, en fait, une des plus grandes secteurs où elle aura son avenir, c'est sur la question des certifications carbone. Donc, on parle de plus en plus effectivement de crédit carbone, de rôle que l'agriculture peut jouer donc, en matière de stockage, de séquestration, elle est maîtrise, mais également, je veux dire, une possibilité de gérer. Et d'autant plus, vu qu'il s'agit de très gros montants, et qu'il s'agit de quelque chose de complètement immatériel, là par contre, sans être expert, je peux sentir qu'à relativement court terme, il pourrait y avoir en fait un grand intérêt. Et ça me permet de terminer par la dernière réflexion. On parlait de certification carbone, Olivier l'a également souligné. On ne pourra pas non plus faire abstraction du coût énergétique créé par la blockchain. Donc les secteurs agricoles sont souvent effectivement pointés du doigt, tout particulièrement dans le secteur de l'élevage, en fait, pour l'impact carbone qu'ils génèrent à ce niveau-là. Il ne s'agirait pas qu'en fait une technologie visant à certifier encore plus ait une consommation en eau énergétique en fait complètement exagérée qui vienne encore alourdir ce bilan carbone alors qu'on essaie justement de tout faire pour le diminuer. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Enfin, c'est clair que voilà, tu mets en avant quand même pas mal de choses qui sont importantes et à garder en tête. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir ou de répondre à certaines questions soulevées aussi par Sébastien. Non ? Justement, alors passons la parole donc, à Mathilde Blot de chez Bellbeef. En termes de traçabilité, voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui se passait dans le milieu végétal. Qu'en est-il chez vous ? Est-ce que vous utilisez la blockchain ou pas ? Merci tout d'abord de nous permettre de présenter le standard Bellbeef et le système de traçabilité qui s'inscrit dans ce standard. Peut-être au préalable, ne soyez pas surpris, le système Bellbeef, ce n'est pas de la blockchain. On est sur un système de traçabilité alternatif. Vous allez voir dans un instant que la façon dont les échanges de data sont organisés, c'est vraiment différent d'un système de blockchain pur. On a plus de flexibilité. Et pourquoi cette flexibilité ? Tout d'abord parce qu'on travaille uniquement au niveau national. Le standard Bellbeef, c'est un standard qui couvre l'entièreté de la chaîne de production de viande bovine en Belgique, de l'alimentation animale jusqu'à la distribution, et ça reste fédéral, national. On n'a pas ces échanges internationaux, il n'y a pas d'input, output, d'import, export, et la data qui est concernée par le système de traçabilité dans le cadre de Bellbeef reste purement national belge. Donc ça, c'est un prérequis à avoir un petit peu avant la présentation. Donc peut-être tout d'abord, vous partagez qui est Bellbeef, qu'est-ce que ce standard, de quoi s'agit-il ? Bellbeef, c'est une organisation interprofessionnelle. Donc comme son nom l'indique, ça rassemble les différents maillons de la filière viande bovine belge. Ça existe depuis 1995, donc c'est pas tout jeune. À l'époque, c'était plus sur des missions de communication de la qualité des viandes belges. Et puis, avec l'histoire, l'ASBL Bellbeef, dans le format tel qu'on le connaît actuellement, a émergé donc en 2013. En élargissant son conseil d'administration à l'ensemble des maillons nationaux concernés par la viande belge, par le secteur, par cette filière-là.
Et donc là, adaptation des statuts, etc., mais aussi des missions. Olivier a évoqué tout à l'heure la certification. Nous, on est dedans, puisque l'ensemble des maillons sont certifiés. Je vais vous le montrer juste après. Et c'est aussi une harmonisation des systèmes de certification pour optimiser les coûts, le temps investi dans les audits, etc. à tous les maillons. Ça concerne vraiment l'ensemble des maillons. Et puis, il y a un deuxième grand point dans l'émission de Bellbeef, c'est pas que la gestion de ce standard-là. On est aussi reconnu comme organisation de branche depuis 2018 par la région Wallonne et qui donne l'opportunité de parler d'accords interprofessionnels ou d'autres discussions interprofessionnelles, mais ce n'est pas l'objet de nos échanges ici. Alors je vous disais que l'ensemble de la filière viande bovine est représenté. Notre conseil d'administration, la composition de notre conseil d'administration illustre cela, puisque donc BFA, qui est la partie alimentation animale, est présente. Les éleveurs, via l'Agrofond, donc les organisations syndicales, professionnelles, la FOI pour la partie wallonne et puis le Boerenbond et ABS pour la partie flamande. Nous avons tout ce qui est abattoir, atelier de transformation, grossistes, qui sont représentés par leur fédération, la FEBEV. Enfin, les bouchers. Et puis Comeos, qui rassemble la dernière étape d'une pièce de viande, qui est le commerce, la commercialisation, avec les représentants de la grande distribution active sur le territoire belge. L'émission, je passe rapidement. Alors, le standard et le système. Je vous ai fait cette petite diapo pour comprendre que l'organisation de la certification, ça c'est le début en fait de la traçabilité. Quand vous avez un opérateur dans la filière qui se laisse certifier pour le standard Bellbeef, c'est une première étape. On a une première série de data qui nous dit ok, là c'est bon, on a quelque chose d'assuré, de rassurant pour les échelons et les maillons à suivre. Donc la base de ces systèmes, c'est le système d'autocontrôle. Pour chaque maillon, c'est la base légale. On appelle ça des guides sectoriels. Et pour chaque maillon, ces guides sectoriels rassemblent les exigences réglementaires. Donc avec ces guides sectoriels, les différents opérateurs sont certains de remplir les conditions à un fonctionnement légal de leur activité. Et puis, au-dessus de ces éléments-là, viennent des exigences du secteur privé, et là, qui rassemblent les éléments demandés par les différents opérateurs du maillon. Je voudrais faire un zoom sur la partie éleveur, puisque tout à l'heure, Olivier a évoqué le coût de la certification, etc. Dans les années 2000, pour la viande en Belgique, il y avait un cahier des charges par grand distributeur. Donc chaque distributeur avait son cahier des charges différent. Il faut imaginer que pour l'éleveur, c'était un coût d'audit à chaque fois, c'était du temps sur sa ferme à passer avec son auditeur. Bon, on se rend compte que c'était de plus en plus invivable, que ce n'était pas durable, que ça coûte cher. Donc l'objectif du standard Bellbeef, ça a été de rassembler les différentes exigences communes à tous ces distributeurs, à tous ces différents cahiers de charges pour créer le standard Bellbeef. Et après, il y a quelques critères au niveau des carcasses qui font la segmentation et la différenciation entre les différents distributeurs. Un petit zoom hyper important. On parle de data, on parle de flux de données dans les traçabilités. Au niveau de la viande, le point de départ, c'est la bête. La bête, pour la tracer numériquement, c'est son numéro de boucle, son numéro d'oreille, son numéro auriculaire, appelez-le comme vous voulez. Et ça, c'est stocké dans une base de données centrale officielle Sanitel. Et pour que l'ensemble du système et de la filière ait accès à ces bêtes et puisse tracer ces bêtes, on a besoin de l'autorisation des éleveurs. Et ça, c'est une condition sine qua non pour que l'ensemble du système fonctionne. Et donc cette autorisation d'accéder aux données de la bête via Sanitel, c'est crucial pour nous. Voilà, petite parenthèse de départ. Une base de données chez Bellbeef, elle est centrale. Il y a de la data qui arrive de différentes sources, de différents opérateurs. Il faut sécuriser tout ça parce qu'on a différents concurrents qui ont accès à des données dans cette base de données centrale et il faut sécuriser pour que
les informations ne partent pas sur le marché, faire de la distorsion ou des problèmes au niveau de la concurrence, etc. Donc, dans cette base de données centrale, la consultation des différents opérateurs porte uniquement sur les données qui les concernent directement. Et ça, c'est absolument crucial. Donc vous avez les organismes de certification pour la partie des audits, vous avez les abattoirs pour tout ce qui est données d'abattage, et puis ensuite les ateliers de découpe, les détaillants pour la suite de la vie de la bête, puis des petits morceaux de cette bête vers le consommateur, et enfin le retail. Les éleveurs ont bien entendu accès à un certain nombre de données qui les concernent directement. Et puis Belbif, en tant qu'administrateur central du système, on a accès à tout, on a un accès sécurisé et on a un devoir de confidentialité aussi. Alors comment ça marche? C'est data. Vous avez la base de données centrale de Belbif qui va faire un petit peu l'articulation entre les différents opérateurs du système. Si on prend le bovin, l'abattoir va rentrer un certain nombre de données sur du troupeau d'origine, le numéro auriculaire, la date d'abattage. Toutes les données d'abattage vont être uploadées dans la base de données centrale, ce qui va permettre de vérifier en temps réel, est-ce que le troupeau est certifié, donc est-ce qu'il peut potentiellement livrer des bêtes dans le système. Deuxièmement, est-ce que la période de suivi de l'animal est OK? Ça conditionne une des exigences requises pour rentrer dans le système derrière. Est-ce que les résultats d'analyse opérés sur les animaux ou sur l'alimentation ou sur les fesses sont corrects? OK. Et à partir de ce moment-là, on peut dire ça marche, la carcasse peut rentrer dans le système et être attribuée à l'opérateur suivant, qui est l'atelier de découpe ou le grossiste, ou directement la distribution parfois. Là, l'atelier de découpe n'a accès qu'au numéro auriculaire des carcasses qui lui ont été attribuées, uniquement ce numéro auriculaire. Et à partir de ça, il va pouvoir former des lots, envoyer ces lots à la découpe et choisir la destination des viandes au niveau de la commercialisation. Toutes ces infos-là, ils vont également l'envoyer dans la base de données centrale. Et à partir de ce moment-là, il y a des lots qui vont être et des bons de livraison qui vont être transmis à la distribution. Et le distributeur, lui, il n'a accès que ce qui concerne ces bons de livraison. Donc les numéros de lots, les numéros de troupeaux et auriculaires qui sont concernés par ces numéros de lots, les poids d'abattage, vraiment uniquement ce qui concerne les produits qu'il reçoit. Il ne va absolument pas avoir accès à de la donnée d'un concurrent, par exemple. Ça, c'est niette, impossible, pas du tout. Et puis l'éleveur, lui, quand il se connecte à cette base de données Belbif, il va pouvoir visualiser la donnée de ses propres animaux. La destination, dans quel abattoir l'animal a été abattu, ses données d'abattage, et puis ensuite la vie de la carcasse et des pièces de sa bête, jusqu'à la vente. Voilà pour cette partie-là. Et si on regarde un petit peu le processus, donc vous avez la bête qui est chez l'éleveur avec un numéro auriculaire identifié, attribué à la naissance. L'éleveur va envoyer sa bête via un marchand ou directement à l'abattoir. Là, on a toujours le numéro auriculaire qui reste une constante dans la traçabilité de l'animal. Et puis à l'abattoir, il y a une nouvelle étape qui apparaît. On va prélever du matériel génétique sur les carcasses via un petit stylet. Donc sur l'image, vous voyez, c'est ce petit outil bleu l'opérateur va venir gratter la carcasse et va coupler un numéro identigène, donc c'est l'outil qu'on utilise, au numéro auriculaire de la carcasse. Donc on se retrouve là avec deux numéros uniques pour tracer l'animal. L'étape suivante, c'est l'atelier de découpe ou le grossiste, ou alors le boucher d'un retail par exemple. Donc là, on retrouve toujours notre numéro auriculaire dans le système de traçabilité. S'ajoute à cela des numéros de lot, puisque dans chaque lot, il va y avoir de 1 à une multitude de numéros auriculaires. Et puis ces lots vont être attribués aux distributeurs via des bons de livraison. La dernière étape, je vous l'ai déjà dit, c'est le retail, avec là différents numéros pareils d'identification. On retrouve toujours le numéro auriculaire, les bons de livraison
Et puis il y a un nouveau numéro qui peut apparaître en fonction des retailers, c'est le numéro de traçabilité qui est sur l'emballage, sur le packaging de la viande. Et donc ça va nous servir dans l'exercice qu'on fait à la suite pour tester le système, vérifier que ça fonctionne. On fait une fois par mois un exercice de traçabilité via des tests ADN. On va aller acheter de la viande de façon aléatoire partout en Belgique, dans les différents distributeurs détaillants participant au standard. On va acheter de la viande et sur cette viande, on va faire un prélèvement de matériel génétique avec nos petits stylés identigènes. On va remonter la chaîne de traçabilité pour revenir à un numéro de boucle, voire 180, 200 en fonction du lot dans lequel fait partie cette pièce de viande à la vente. Et on va récupérer les numéros identigènes et du coup le matériel génétique de tous ces animaux-là. On envoie ça au labo qui fait un test ADN pour tester et voir si ça match ou pas. Ça nous permet de tester la solidité du système, ça nous permet d'améliorer aux différentes étapes les potentiels jeux, adaptations, trous qui peuvent exister. Et ça nous permet d'avoir une preuve vis-à-vis des autorités qu'on a de la réactivité en cas de pépin, qu'on peut faire des rappels de l'eau, ou comme le disait Olivier, un rappel à une bête vraiment très précise. Alors pourquoi pas de blockchain et ce système-là ? Aussi parce qu'on a besoin de flexibilité. Flexibilité parce qu'on est sur des systèmes avec des hommes et des femmes qui travaillent. L'erreur est humaine. Et quand il y a des erreurs sur les machines, c'est des erreurs humaines à la base. S'il y a le tarage d'une balance à l'abattoir, qui est un tarage qui se fait de travers, un problème de tarage, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir corriger les poids derrière. Donc ça, on a la possibilité de le faire. C'est contrôlé, on a toutes les preuves. Les moindres enregistrements et modifications dans la base de données centrale de Belbif sont enregistrés dans le système informatique et donc nos informaticiens ont accès à ce qui se passe. Qui fait quoi, quand. Ça, on peut le retrouver. Donc ça sécurise, ça rassure et ça donne de la transparence au système. Et finalement, ça illustre bien aussi ce qu'a dit Sébastien. Complètement. C'est que, voilà, il y a déjà des solutions en termes de traçabilité qui existent, qui fonctionnent déjà très très bien. Et l'intérêt aujourd'hui, c'était de voir comment la blockchain pouvait peut-être servir à des secteurs plus particuliers, de l'agriculture. Et ça, notamment, on l'a vu dans tout ce qui est contrefaçon. Mais contrefaire un bœuf, je ne sais pas si ça existe, si ça se fait. Il y a plusieurs endroits où il peut y avoir des défauts. Déjà, entre l'élevage et l'abattoir, des échanges de boucles, c'est quelque chose qui peut sembler sombre, bizarre, un peu magouilleux, mafieux, mais ça a pu exister il y a quelque temps. Et les éleveurs sont quand même un peu traumatisés, soyons clairs, par des historiques glauques des années 90-2000. Donc des systèmes comme ça qui permettent de dire « Ok, on voit ta bête, on suit ta bête, on sait où elle est, et jusqu'où elle va, ça va. » Ensuite, dans les étapes suivantes, c'est des défauts, des échanges de matière. Et là, on ne peut pas laisser passer ce genre d'éléments, notamment en cas... c'est pas qu'une question de respect, d'aller jusqu'au bout du système et que les choses soient fluides, correctes, droites. C'est aussi en termes de sécurité alimentaire qu'en cas de souci, on puisse remonter... C'est des questions sanitaires aussi qui nous permettent de construire ces systèmes, qui nous obligent à construire ces systèmes de façon très verrouillée et très solide. Oui, sans arrêt. Alors ça, c'est intéressant, la notion d'amélioration des systèmes. Là, la base de données telle qu'elle existe, je le signale parce que c'est notable, elle a 10 ans. Elle a plus de 10 ans, en 2013. Et on était sur un langage qui est un peu ancien, mais en fait qui fonctionne toujours. Donc ça veut dire que le concept et la façon dont ça a été construit, ça tient la route. Oui. En informatique, 10 ans, c'est obsolète. Voilà. Oui. Mais ça tourne toujours. Pour info, on se met à jour et on change de langage informatique. Ça va venir là dans quelques mois. Mais le concept ne va pas bouger. C'est le langage informatique derrière qui va permettre de solidifier le système et le sécuriser encore plus par rapport à des risques de hacking ou autres. Ok, super. En fait, que lui puisse savoir ou sache effectivement que ça existe,
Ça noue cette question de confiance. Donc je ne pense pas qu'en fait qu'un produit, personnellement, effectivement, que labellisé blockchain, en fait, changerait grand-chose. Si le consommateur a confiance, effectivement, dans de l'amont de la chaîne, donc c'est important. Mais le lien entre un consommateur et typiquement son boucher, surtout en circuit court, c'est un lien humain. Oui. Il va faire confiance à la personne en sachant que la personne, en fait, est probablement contrôlée si jamais il y avait un souci. Ça, il n'y a aucun souci. Et le lien, effectivement, on en parlait également, effectivement, pouvoir revoir quel est effectivement le producteur qui, tout à fait, effectivement, en amont a produit. Ça reste effectivement, c'est son producteur local qu'on doit aussi encourager, effectivement, indépendamment des systèmes informatiques. Quoi. Je partage à 100%, c'est-à-dire que pour les éleveurs, nous, le site, pour Bellbeef en tout cas, pour les éleveurs, c'est un accès au marché. Pour le retail, c'est une assurance d'un approvisionnement homogène et en quantité suffisante. Et pour le consommateur, c'est une assurance que la viande qu'il va acheter en grande surface, on sait d'où elle vient, on sait comment elle est produite et c'est rassurant. Je dirais que c'est un peu le mot de la fin, alors, les mots de la fin, et c'est assez surprenant quand on parle de technologie, mais ce qu'on va retenir, c'est l'humain et la confiance, et le secteur est déjà pas trop mal, et on verra ce qui se passe par la suite. En tout cas, je tenais à vous remercier tous les quatre, Olivier, Sébastien, Mathilde et Patrick, pour vos interventions. Moi, personnellement, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. J'espère que nos participants derrière l'écran pourront en dire autant. Merci beaucoup. Et merci aussi quand même à la Huawei de nous avoir accueillis sur son stand. Et comme vous l'entendez peut-être, l'effervescence de la foire se poursuit. Mais donc je vais laisser mes super orateurs aussi pouvoir en profiter à fond. Mais donc voilà, c'est ici que s'achève notre webinaire donc, sur la blockchain dans l'agriculture. Merci en tout cas d'y avoir participé. Je pense qu'on a appris pas mal de choses. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre contact avec nous, l'Infopôle, le réseau référent des acteurs du numérique en Wallonie. Et comment vous pouvez le faire? Simplement en scannant ce petit QR code et on aura l'opportunité de vous mettre en relation soit avec les personnes qui sont intervenues aujourd'hui ou si vous avez des projets en digitalisation, on pourra tout simplement vous renvoyer vers les personnes les plus compétentes. Merci beaucoup, une belle journée.